Bienvenue dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, ça dit quoi? D'abord, les droits des femmes en Afrique, entre avancées et urgences sociales, où en est-on réellement sur l'égalité? Avec Françoise Moutoudé, directrice générale de l'African Women Development Fund, on va tenter de comprendre les combats qui restent à mener. Ensuite, la diplomatie religieuse. Leader spirituel, réseau de mosquées, comment la foi devient-elle un lien au cœur des relations entre les États africains? Décryptage avec l'islamologue Abdelrahim Hafidi. Mais d'abord, le phénomène Rima, l'artiste nigérian sacré homme le plus beau du monde 2026. Une consécration qui en dit long sur l'influence culturelle africaine. Et avec moi, comme chaque semaine sur ce plateau, Bachir Thiam, rédacteur en chef à Média TV. Ça dit quoi, Bachir? Oui, bonjour Mariam, ça dit que comprendre, c'est déjà agir, et je pense qu'on a compris. On a compris beaucoup de choses, alors on va commencer ces décryptages tout de suite avec Ça dit quoi dans la presse africaine. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et oui, des droits au-delà des célébrations. Mais qu'en est-il de la situation actuelle, justement, des droits des femmes en Afrique? L'ONG Sightsaver, citée par l'Infodrome, partage un constat. Une fille née aujourd'hui devra attendre 123 années pour que l'égalité des genres soit atteinte à l'échelle mondiale. Égalité en termes de soins de santé, d'éducation et bien évidemment d'emploi. Afrima, quant à eux, titre « Celles qui nourrissent le monde sont encore privées de droits. Les femmes, et oui, surtout sur le continent, cultivent, mais elles ne possèdent que 15% des terres agricoles dans les pays en développement. Une précarité juridique qui a justement des conséquences directes sur leur autonomisation. On parlait évidemment de droits des femmes et avec nous, on l'a dit, Françoise Moutoudé, vous êtes directrice générale de l'African Women's Development Fund. C'est une organisation panafricaine qui soutient les organisations qui agissent justement pour l'autonomisation des femmes. Bienvenue, Françoise. Merci pour l'invitation. Alors, Françoise, il y a ce constat partagé, on l'a vu par un article, plus d'un siècle pour atteindre l'égalité de genre. Est-ce que vous rejoignez ce constat? Si oui ou non, quels, disons, plaidoyers sont encore à mener pour atteindre l'égalité, surtout au niveau du continent? Oui, merci pour cette question. En vérité, les chiffres diffèrent. Le chiffre que vous avez cité de 123 années vient du Forum économique mondial, mais les Nations unies parlent de 300 années. Nous parlait de 300 années en 2022. Je pense que la vraie question pour moi, donc on sait pas si c'est 300 ans, si c'est 123 ans. Ce qu'on sait, c'est que on est déjà en retard. Et donc la question pour moi, c'est pas tellement combien d'années, mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour rattraper ce retard inacceptable qui existe en matière d'égalité de genre et de droits pour les femmes et les filles dans le monde et en Afrique en particulier. Chaque jour, on a une expérience dans nos chairs, dans nos vies, et on paye parfois de nos vies ces violences physiques, on parle de féminicide, de violences sexuelles, on parle de violences économiques, on parle de normes sociales qui relaient les femmes au banc de la société, ainsi que de refus d'accès à certains droits qu'on devrait avoir. Vous avez parlé du droit à la terre, par exemple, droit à l'éducation, droit aux services de santé, etc., etc. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une bataille à faire qui est une bataille pour l'égalité, mais plus que l'égalité, une bataille pour la justice et pour la libération du patriarcat qui oppresse les femmes sur le continent. Et tous ces droits, nous devons les avoir aujourd'hui, pas dans 300 ans. En fait, on devait les avoir il y a plusieurs années. Donc, pas dans 300 ans, pas dans 123 ans. C'est vraiment tous les droits pour toutes les femmes dans tous les pays du monde et à tout temps, en commençant par aujourd'hui. Merci Françoise. Et peut-être qu'une solution, eh bien, c'est celle qu'un autre article nous partage, un article de Maliweb qui nous explique justement qu'au Mali, l'État est en refondation et les femmes sont justement invitées à ne pas rester en marge et à participer à l'élaboration des nouveaux cadres législatifs et juridiques du pays. Eh bien, l'objectif, c'est évidemment de bâtir une société plus juste et inclusive. Je vais me tourner vers vous, Bachir. Est-ce qu'avoir plus de femmes en politique, plus de représentation dans des cercles de pouvoir, c'est aussi une solution pour atteindre justement cette égalité?
Oui, clairement, Mariam, parce que la représentation politique n'est pas seulement une affaire de justice, quoi. C'est une question aussi d'efficacité. Parce que là, on a remarqué, là où il y a la femme, en tout cas, les questions de femmes, de famille et d'enfants se posent. Mais s'il n'y a pas de femmes, c'est des questions peut-être politiques, purement politiques et économiques qui se parlent. Là où il y a la femme, donc, il y a la question fondamentale de l'homme avec grand H, qui est posé et qui détermine peut-être aussi l'avenir ou le devenir de cette partie aussi de l'humanité. Parce que quand on dit aujourd'hui qu'il faut attendre 123 ou 300 ans pour arriver à cette égalité, ça veut dire que simplement il n'y aura pas égalité, en tout cas pendant que nous vivons, ça c'est certain. Donc la question c'est simplement de dire est-ce que c'est une question typiquement de justice ou c'est une question d'efficacité. Si c'est l'efficacité, donc tout ce que peut faire un homme peut faire une femme. Donc si c'est le cas, allons-y pour l'équité totale et globale. En parlant d'équité, eh bien, je pense que la justice qui permet une société équitable, c'est vraiment le sujet. Et effectivement, nous n'y sommes pas. Au Sénégal, par exemple, on a un autre article du Point qui revient sur les associations féministes qui portent principalement ces combats et qui se mobilisent encore une fois pour réformer la justice, notamment concernant les féminicides. L'article rappelle que depuis le début d'année au Sénégal, plus de 18 femmes ont été tuées par un homme de leur famille. Et selon ONU Femmes, toujours cité par l'article, l'Afrique, le continent, enregistre le taux le plus élevé de meurtres de femmes et de filles commis par un partenaire intime ou toujours encore une fois par un membre de la famille, avec au moins 21 000 victimes rien qu'en 2023. Et donc, c'est des violences qui sont aussi traitées comme des faits divers, oui, des violences banalisées. C'est ce qu'affirme RFI en dénonçant aussi des fictions que l'on regarde tous, où le narratif inclut souvent des relations conjugales violentes, des violences, on va dire, romancées au quotidien. Eh bien, François, je vais me tourner vers vous. Vous faites partie de ces associations, ou bien du moins vous les soutenez. Françoise, on parle d'associations féministes. Déjà, comment est-ce qu'on peut définir le féminisme africain? Et justement, est-ce que son principal combat, c'est d'être en guerre contre ces représentations qui banalisent les violences? Vous avez parlé de violences physiques, de violences économiques, de violences psychologiques, mentales que les femmes vivent sur le continent. Donc, comment définir ce féminisme et sur quoi il se base? Quels sont ses premiers combats ou ses premiers combats de guerre, ses premières batailles? Alors, le féminisme, de façon générale, en Afrique en particulier, je veux commencer par dire que ce n'est pas un import. Ça fait vraiment partie euh, de notre culture, notre héritage, d'avoir des figures de femmes fortes qui se battent pour un accès aux droits et à l'égalité pour toutes les femmes sur l'ensemble de notre continent. Et la façon dont moi je définis toujours le féminisme, c'est d'abord un constat. On constate aujourd'hui ensemble, encore une fois, toutes les inéquités dont nous avons parlé. Et au-delà du constat, parce qu'il suffit pas de constater et de se lamenter, c'est une prise d'action. Une prise d'action dans notre quotidien. Parfois, une féministe n'est pas dans une association, elle se bat pour changer les choses dans sa famille, dans sa communauté. Donc, une prise d'action, une prise de position, de dire, ça suffit, je ne me laisserai pas happer par ce système. Et enfin, et c'est là où pour moi, le féminisme a la possibilité de vraiment changer les choses, c'est que l'action la plus transformative est une action collective. Le féminisme africain est donc d'abord un mouvement, une action collective, et effectivement que l'organisation que je dirige, African Women's Development Fund, travaille à ressourcer et à soutenir de façon diverse. En termes de priorité, j'ai tendance à dire que on parle souvent vous avez utilisé le mot batailler, faire la guerre. On parle souvent du féminisme à juste titre comme une force de résistance. Et je pense qu'effectivement, c'est difficile de faire une hiérarchie des sujets parce que dans nos vies, euh, il n'y a pas de hiérarchie de la douleur, de l'oppression. Donc, tous ces sujets dont on a parlé sont tous aussi importants les uns que les autres. Et évidemment, la question des féminicides est extrêmement euh, vivante. C'est pas le bon mot, je dirais plutôt extrêmement comment dire, accentué dans le cas actuel parce que ça suffit, quoi. Mais il y a des questions comme les mariages des enfants, l'excision, des sujets qui affectent, en fait, les femmes différemment. Et on ne va pas attendre, on a déjà 300 ans à attendre, on ne va pas prendre un sujet après l'autre.
parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Ce que je Finalement, c'est un pense, combat ceci dit, du c'est que... quotidien qui doit être porté par tous. C'est ça le message, quelque part. Un combat Absolument. où la femme est au centre, mais c'est surtout juste une question de dignité aussi humaine avant tout, avant que de parler de femmes uniquement, une façon de voir la vie avec dignité. Quand vous parlez d'excision, quand vous parlez d'accès à des droits fondamentaux, c'est une question de dignité que tout le monde doit participer quelque part. Oui, absolument. C'est un combat qui a les femmes au centre de l'expérience et au centre de la solution, je pense. Mais c'est un combat pour la société. C'est une société juste, une société digne. Ce n'est pas un combat qui doit être mené seulement par une partie de la société. Parce que même les hommes dans un système patriarcal ne sont pas forcément extrêmement libérés non plus. Donc vraiment, c'est un combat qu'on doit faire ensemble et le mouvement féministe a vraiment porté ce combat et je le dirais avec beaucoup de détermination, mais avec très peu de ressources. Merci infiniment Françoise pour toutes ces précisions et surtout nous avoir enfin expliqué avec vos termes ce qu'est le féminisme africain. Et justement, c'est surtout un combat pour, on a dit, la dignité et pour la société dans son ensemble. Merci Françoise. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'African Women's Development Fund et que vous étiez avec nous depuis Lomé au Togo. Alors, on le sait, ce sont évidemment des combats pour l'égalité et les droits, on en a parlé. Mais il y a aussi d'autres forces, on va dire, qui structurent aussi les sociétés africaines, notamment la religion, qui joue parfois un rôle discret mais réel dans les relations entre États. On en parle dans la seconde partie de notre émission. Ça veut dire quoi ? Le mois sacré du Ramadan permet de mettre la foi au cœur des moments et relations qui régissent notre quotidien, mais aussi des liens spirituels qui existent entre États, des liens sous le prisme de ce qu'on commence à appeler la diplomatie religieuse. Et d'ailleurs, il y a un article d'Express qui relaie un rapport de la Fondation Konrad Adenauer qui confirme que la diplomatie religieuse marocaine contribue à renforcer la position du royaume en Afrique, mais aussi en Europe. Et donc, pour essayer de mieux comprendre cette notion, avec nous, Abdelrahim Hafidi, qui est islamologue, journaliste et également qui anime l'émission Culture d'Islam. Bonjour, monsieur Abdelrahim Hafidi. Bonjour et merci de cette invitation. Merci infiniment. Merci. Donc, effectivement, il y a un terme de plus en plus courant, qui est d'ailleurs cité également par la presse, la diplomatie religieuse. Comment la définir ? Écoutez, comme dirait Albert Camus, mal nommer les choses, c'est rajouter au malheur du monde. Il va falloir donc repréciser. Le terme diplomatie est un terme, comme vous le savez, je dirais, qui a pris une connotation de plus en plus, d'une certaine façon, disputée, car elle consacre des usages contradictoires. D'abord, négocier, discuter, des tractations, ensuite un compromis qui, généralement, est très éphémère en attendant une prochaine séance de négociation. Or, foin de diplomatie quand on parle disons, l'émergence de l'élément spirituel religieux dans les relations. Généralement, ce ne sont jamais des relations entre États, ce sont des relations entre les peuples, entre les sociétés. Et à cet égard, le Maroc ne pratique pas de diplomatie religieuse, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Je comprends que parfois on part d'une bonne intention, mais la bonne intention ne donne pas véritablement le sens de ce qu'est l'action du Maroc. Le Maroc inscrit un chantier qui lui-même s'inscrit dans une histoire. Le Maroc a une histoire profonde avec l'Afrique. Il est lié par l'Afrique avec des histoires à la fois culturelles, une histoire humaine. Car n'oublions pas, je suis toujours amusé quand on me dit, ici au Maroc ou ailleurs, un Marocain dit je vais voyager en Afrique. Mais le Maroc est un pays africain et on ne voyage pas chez soi. Et donc, le Maroc a introduit une autre variable, celle de la coopération, de l'aide, du soutien, de la solidarité qui émane d'abord d'une philosophie de ce qu'est le Maroc, à savoir une nation qui est impliquée dans une histoire marquée par une généalogie de valeurs, de religion, de spiritualité, un ancrage spirituel. Et les liens avec l'Afrique, aucun pays arabo-musulman, je dis bien aucun, ne possède un tel ancrage, une telle profondeur dans les relations. J'étais il n'y a pas longtemps dans des pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, et ceci ne cesse d'être répété que le Maroc est une dimension, c'est une mise en perspective de cette histoire. Le Maroc est un horizon indépassable dans la coopération, dans l'aide, parce que
il y a là une autre institution qui auréole cette relation avec l'Afrique, c'est Imarat Mominin, la commanderie des croyants. Sa Majesté le roi Mohammed VI représente donc une référence importante dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de la modération, la spiritualité vivante. C'est cela le chantier que le Maroc met en place. Donc la question de la diplomatie est une affaire un peu étriquée qui ne rend pas compte de cette profondeur, de cette relation de solidarité du Maroc avec. Merci, Monsieur Hafidi. Mais là, je vais me tourner vers vous, Bachir. Donc, effectivement, la diplomatie religieuse, c'est même un terme, moi, qui m'a interrogée, car la diplomatie, on y voit tout de suite un intérêt. C'est plutôt une question de coopération. Ici, elle se fonde, bien sûr, des liens. Elle se fonde aussi sur des acteurs. On a le Sahel, lui, un autre article qui nous parle des leaders religieux, notamment au Niger, qui organisent souvent des séances d'invocation pour le retour de la paix dans la région. On le sait, dans un contexte sécuritaire assez complexe. Alors, Bachir, est-ce que ces liens entre peuples reposent sur des acteurs comme les chefs religieux en particulier? Oui, je pense que le professeur Hafidi l'a bien résumé. C'est justement parce que cette démarche-là, au-delà de la diplomatie, parle aux consciences, donc parle au peuple. C'est pourquoi que ça s'infuse beaucoup plus vite dans les populations ciblées. Effectivement, il y a des leaders. C'est organisé ainsi. Hein, les communautés musulmanes sont organisées par des leaderships, même si ce n'est pas électif et tout ça. C'est des personnalités morales qui sont au-dessus de ces communautés, de ces sociétés, donc par lesquelles on passe pour justement diffuser l'information qu'on veut faire passer. Et le Maroc, justement, dans cette coopération, il l'a très bien compris parce que ça se joue. Intègre ses leaders. Justement. Voilà. Donc, il y a vraiment des porteurs de ce projet et qui sont un peu partout sur le continent et au-delà, en Europe aussi, ils y sont. Parce que simplement, il faut aller vers ces communautés qui sont ciblées pour justement pouvoir effectivement penser, accéder, en tout cas, et faire passer le message qu'on veut justement diffuser. Sinon, on ne peut pas l'imposer, ça c'est clair. On ne peut pas aussi passer par la politique de manière générale. Maintenant, l'organisation de tout ça, effectivement, aujourd'hui, par les organisations politiques, administratives et tout ça, font que ça passe forcément. On va le voir avec le professeur Hafidi. D'ailleurs, avant de revenir vers lui, il y a aussi d'autres articles qui nous parlent de cette structure, de cette coopération religieuse. Média 24 titre, lui, autour du réseau de mosquées du Maroc sur le continent. Dernière en date, on l'a vu, c'est le Tchad, N'Djamena, mais il y a aussi d'autres pays concernés comme la Tanzanie, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Donc c'est une offre religieuse pour consolider justement cette constance spirituelle commune de l'Afrique, comme l'indique l'article. On a aussi le 360 article qui, lui, fait état d'autres initiatives qui passent par les ambassades, la fondation Mohamed V des oulémas africains, mais aussi des actions caritatives. Alors, Darahim Hafidi, est-ce que c'est par ces outils-là que s'organise cette coopération religieuse? Donc voilà, comment est-ce que se créent ces liens au-delà du lien du cœur, on va dire? Alors, dans la vie de tous les jours et dans les discours de toujours, il y a ceux qui racontent des histoires et ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire qui l'écrivent. Et surtout, une histoire de tous les jours avec, je dirais, les peuples et avec les nations. Vous venez de faire allusion, par exemple, à l'inauguration toute récente à N'Djamena de la grande mosquée Mohammed VI, qui d'ailleurs auréole ce pays d'un prestige religieux, spirituel. Rappelons que lorsqu'on dit que le Maroc écrit l'histoire, il l'écrit au quotidien et tous les jours. C'est la raison pour laquelle, une des raisons pour laquelle d'ailleurs, Sa Majesté le roi Mohammed VI a donc pris cette décision extrêmement intéressante et importante, celle de fonder une fondation Mohammed VI pour les ulama africains, qui, elle, évidemment, ouvre des chantiers, des sillons de coopération tous les jours, toute l'année. Et d'ailleurs, la présence d'un certain nombre de 48 sections africaines sur 60 font partie, ils ont fait la demande d'adhérer à ce pacte de la Fondation Mohammed VI qui porte évidemment les valeurs du Maroc, les valeurs universelles, les valeurs d'une spiritualité vivante et qui, comme je l'ai dit, ne se contente pas uniquement de raconter, de dire des histoires, mais d'accompagner ces peuples, de les accompagner par une fraternité vivante. Parce que l'Afrique, c'est un horizon indépassable de l'humanité. Parce qu'à l'horizon de 2050, l'Afrique aura plus de 1 milliard.
parce que l'Afrique est un continent vivant, 78% de sa population a moins de 25 ans, c'est l'avenir de l'humanité. Le Maroc a compris non seulement cette donne, mais s'inscrit dans cette donne avec évidemment toutes les politiques qu'il développe, à savoir une solidarité active à partir de ses valeurs, mais aussi à partir des valeurs de ces pays. C'est une des dimensions importantes de la Fondation Mohamed VI, c'est qu'elle ne donne elle n'est pas là pour donner des conseils, elle n'est pas là pour, mais elle est là pour accompagner et dire à quel point le mot solidarité dans un moment trouble, dans une humanité sans cœur ni miséricorde, comme dirait le grand écrivain Vargas Llosa, eh bien le Maroc a du cœur, il a je dirais du souffle, il a également l'Afrique que nous portons tous, nous portons cette Afrique parce que nous y sommes et parce que c'est notre horizon indépassable aussi. Monsieur Hafidi, merci infiniment pour ces explications. On passe de diplomatie religieuse à coopération, à fraternité, à lien naturel entre les peuples. On a déconstruit ce concept, disons, qui est un petit peu trop utilisé, qui pourrait porter à confusion, car dans la diplomatie, on voit intérêt, on voit influence entre États. Mais ce n'est pas la question, comme on l'a dit, c'est plutôt ce lien naturel qui se fonde sur cette culture religieuse que partagent beaucoup d'États marocains et dont le Maroc veut également être un levier, un coordinateur, on va dire, dans cette dynamique. Merci infiniment, Abdelrahim Hafidi. Je rappelle que vous êtes donc islamologue et journaliste aussi, que vous animez une très belle émission, je le rappelle, qui s'appelle Culture d'Islam et que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. La religion, donc, comme lien fraternel entre les peuples, c'est ce que l'on retient de cet échange et aussi autre forme de rayonnement, évidemment, que connaît le continent africain, c'est bien évidemment la culture et surtout les artistes qui la font. Et cette semaine, c'est l'artiste Rima qui en est la preuve avec une nomination assez unique. On en parle dans la dernière partie de l'émission. Ça raconte quoi ? Icône de l'afrobeat et figure montante de la pop mondiale, l'artiste nigérian Rima décroche le titre d'homme le plus beau du monde 2026, décerné par le magazine américain Netizen's Choice. L'Infodrome, autre article, nous dit également que l'ascension de Rima confirme que l'Afrique impose désormais ses codes, ses visages et ses références dans l'industrie globale du divertissement. Bachir, Rima est l'homme le plus beau du monde. Eh bien oui, c'est une consécration assez symbolique, mais qu'est-ce qu'elle représente, disons, au-delà de l'esthétique même de l'homme ? Il faut dire aussi que je n'étais pas en compétition, Mariam. C'est ça, je voulais le vous dire. Mais... Justement, parce que je pense que c'est un symbole culturel d'abord, parce que ça montre simplement que peut-être aujourd'hui, les canaux de beauté ne sont pas seulement détenus par l'Occident. Aussi, l'Afrique s'impose de par sa culture, de par son expression culturelle de manière générale, donc du coup, impose aussi sa personnalité. Parce que très longtemps, depuis longtemps, pour nous, la beauté, notamment chez les femmes, était occidentale, était blanche, était caucasienne, etc. Aujourd'hui, la beauté est aussi négro-africaine, arabo-musulmane, arabo-berbère, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a recadré la donne pour dire que finalement, les canaux de beauté ne sont pas seulement détenus par une partie de ce monde, c'est partagé par toutes les populations de ce monde. Donc, quel que soit le pays ou le continent, on peut s'imposer depuis son... Encore mieux avec les réseaux sociaux. Maintenant, on impose sa personne et sa personnalité, sa beauté. Justement, c'est comme ça que beaucoup justement ont percé d'abord parce qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de supports de communication qui permettent d'atteindre le monde et puis aussi d'obliger le monde qui ne les regardait pas à les regarder surtout. Voir et regarder, c'est différent. À les regarder surtout parce qu'ils s'imposent de par leur production, par leur productivité au quotidien souvent, pour justement dire qu'on existe et on est là. Et justement, le fait de regarder change forcément le regard qu'ils avaient sur nous. Exactement, c'est ce point-là sur lequel je voulais rebondir, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a eu énormément de réactions d'hommes africains qui étaient surpris de cette nomination. Je pense qu'ils ont aujourd'hui conscience, en particulier eux, qu'ils sont aussi dans les critères de beauté internationaux. Ouais. Donc c'est ce qu'on dit, la représentation est très importante. La représentation de l'Afrique dans l'écosystème esthétique du monde est
fondamentale. Et ce qui est intéressant avec Rima, c'est qu'au-delà de son physique, ce que le magazine a mis en valeur, c'est surtout son style, ce qu'il apporte à la mode, ce qu'il apporte à la musique et donc à l'esthétique du monde. Et je pense que c'est cela qu'on devrait retenir de cette nomination. Donc bravo à Rima, bravo à tous les hommes africains aujourd'hui. C'est pourquoi je Qui parlais de sont symbole culturel. au sommet de la beauté mondiale. Oui, très bien. En tout cas, ça nous rassure, nous. Merci infiniment, Bachir, pour ces mots de la fin. Toujours plein de sagesse, comme je l'ai dit. Merci infiniment. Alors, on arrive à la fin de cette grande revue de presse africaine. Alors, ça dit quoi cette semaine? Ça dit que malgré les avancées, l'égalité entre les femmes et les hommes reste encore un combat de longue haleine sur le continent, mais aussi dans le monde. Un combat qui nécessite des réformes, mais aussi un changement profond des mentalités. Ça dit aussi que la religion est surtout un vecteur de lien entre les États du continent, un lien qui joue aussi sur les équilibres diplomatiques. Et ça dit enfin que la consécration de l'artiste nigérian Rima, comme plus bel homme du monde, illustre la puissance grandissante de la culture africaine qui impose désormais ses visages, ses codes et ses références sur la scène mondiale. Bref, la presse africaine, ça dit comme chaque semaine beaucoup de choses. Merci Bachir de m'accompagner toutes les semaines sur ce plateau et pour ces analyses. Merci à vous de nous suivre aussi chaque semaine dans Ça dit quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre les lignes de l'actualité, et bien toujours avec un regard bien africain.